Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de votre journal ce soir, les résultats des évaluations nationales sont tombés. Ces tests effectués en début d'année en mathématiques et en français révèlent des résultats inquiétants au plan national et encore davantage au plan local. Nous en parlerons avec Philippe Mérieux, ce spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, a donné 2 conférences à Tahiti ces derniers jours. 2 blackouts en plein Black Friday. L'ironie ne fait pas rire les commerçants qui font les comptes. Selon les cadres d'EDT et de la TEP, ces pannes pourraient recommencer. Nouvelle semaine de compétition au Salomon, aux Jeux du Pacifique. Ne manquez pas le compte-rendu de nos envoyés spéciaux en VAA, boxe, athlétisme et bodybuilding. Les résultats des évaluations nationales sont inquiétants. Ce sont les mots du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Un peu plus de la moitié des élèves en 4e ne lisent pas convenablement. En Polynésie française, les instances de l'éducation envisagent d'intensifier les formations des enseignants. Caroline Fary, Patita Savera. C'est un outil précieux pour les enseignants. Les évaluations nationales réalisées en début d'année scolaire du CP à la 4e, loin d'être encourageantes cette année, sont même inquiétantes. Pour le ministre Gabriel Attal, le collège ne parvient pas à réduire les écarts qui se creusent dangereusement. En Polynésie, les résultats sont aussi à la baisse. Exemple en CM1, où la moitié des élèves sont en dessous du seuil de réussite en mathématiques et plus de la moitié sont en état de fragilité en français. Il y a des difficultés, en particulier en français, dans la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit. Concrètement, cela veut dire que les élèves arrivent à bien déchiffrer, à bien lire, mais la compréhension du texte qui est lu pose encore problème. En mathématiques, on s'aperçoit que les élèves arrivent à maîtriser les opérations simples que nous connaissons bien. En revanche, la résolution de problèmes pose difficulté. Pour mieux cerner ces difficultés qui s'accroissent avec l'âge, la direction de l'éducation en Polynésie cible des formations à destination des enseignants. Quant à savoir si une réforme des programmes serait envisageable. Je pense que ce n'est pas tant le programme que sa programmation. C'est-à-dire la façon dont on met en œuvre les programmes, le temps que l'on décide d'attribuer à certains passages indispensables de la scolarité, et puis la façon dont on travaille, c'est-à-dire comment accompagner un enfant non plus à ingurgiter des connaissances, mais à traiter l'information. Fluidité de lecture, compréhension de texte ou résolution de problèmes de maths, des fondamentaux à rattraper et un défi pour le système éducatif, accompagner l'enfant pour pallier les écarts et élever le niveau général. Des résultats préoccupants, on en parle avec vous, Philippe Mérieux. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes chercheur, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. On vient de le voir, les résultats des évaluations nationales sont inquiétants. Ici, ils sont particulièrement préoccupants. Par exemple, en CM1 en français, l'écart du taux de réussite est de 21 points entre l'Hexagone et Tahiti. Que pensez-vous de ce constat ? Alors d'abord, peut-être on peut relativiser un tout petit peu le constat. Des évaluations, c'est une photo. La photo peut être réussie ou ratée. Ça peut être dû à des tas de facteurs. Pas forcément au fait que la personne est incapable de faire ce qu'on lui demande au moment où on le lui demande. Il peut y avoir des biais autour des questions posées, et particulièrement ici en Polynésie, par rapport à la culture locale, par rapport à la maîtrise du langage. On peut imaginer que les choses sont un petit peu différentes de ce qui se passe en métropole. Néanmoins, et je suis très intéressé par cela, il y a un déficit dans la compréhension des textes et dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire dans la réflexion, en fait. Nous avons besoin là d'une pédagogie, pas d'une pédagogie pour former des gens qui répètent, des perroquets, mais d'une pédagogie pour plus de réflexion, pour que les élèves réfléchissent un peu plus. Oui, d'ailleurs, une inspectrice de l'éducation nous disait aujourd'hui que l'élève devait penser sa propre pensée pour améliorer le traitement de l'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, bien sûr. Ça veut dire réfléchir à la manière dont il réfléchit. On a des mots savants pour dire ça, nous autres les scientifiques de l'éducation, mais ça veut dire savoir ce qui nous réussit le mieux, trouver la bonne méthode pour chacune et chacun d'entre nous. Parce que chacune et chacun d'entre nous va travailler différemment. Certains vont être plus lents, d'autres plus rapides, d'autres vont fonctionner plutôt avec l'écrit, d'autres plutôt avec l'oral. Il faut que chacun trouve
comment faire pour réussir le mieux, c'est-à-dire qu'il réfléchisse à la manière dont il peut s'investir dans ses apprentissages. Alors, l'une des conférences que vous avez données s'intitulait « L'éducation, c'est l'affaire de tous ». Quel message vouliez-vous délivrer ? Écoutez, alors cette conférence était organisée à l'initiative des CMEA et c'est eux qui ont prévu cette visite ici avec comme message, au fond, l'éducation, c'est pas simplement l'école. L'éducation, c'est d'abord les parents et ils ont un rôle absolument fondamental, essentiel. Surtout en présence des réseaux sociaux qui est très forte. Évidemment, surtout avec les réseaux sociaux, ils ont un rôle de régulateur. Ils doivent aussi apprendre aux enfants à accepter un certain nombre de frustrations inévitables en leur promettant bien sûr de les accompagner. Les parents jouent un rôle fondamental, l'école bien sûr joue un rôle fondamental, mais tout ce que nous appelons les tiers-lieux, ce qui se passe dans les colonies de vacances, ce qui se passe même entre des enfants qui jouent un jeu sur un terrain de sport, tout cela c'est déterminant pour leur éducation et je veux vraiment soutenir tous les mouvements d'éducation populaire, les CMEA en particulier, qui font auprès des jeunes ce travail d'éducation à la responsabilité, ce travail d'éducation à la citoyenneté, ce travail d'éducation aussi à la lecture de l'image. Il y a tout un engagement des CMEA sur cette question. Je crois que c'est fondamental de voir les responsabilités conjuguées de tous les acteurs éducatifs au service de l'enfant. Parmi les spécificités de la Polynésie française, le bilinguisme. Les classes bilingues à parité horaire donnent plutôt satisfaction. Le bilinguisme a un impact positif sur l'ensemble des apprentissages et aussi sur l'estime de soi. Est-ce qu'il ne faut pas justement rédiger un programme à la carte pour la Polynésie française puisqu'elle en a la compétence ? Alors ça, je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires de la Polynésie française, mais je voudrais dire à quel point vous avez raison sur le bilinguisme. Plus tôt on apprend à jongler avec les langues, plus tôt on est à l'aise dans différentes langues, plus tôt on apprend à réfléchir et plus tôt on apprend de nouvelles langues. Alors oui, bien sûr, si c'est possible, et si ses habitants et ses gouvernants le souhaitent, pourquoi pas un programme spécifique bilingue pour la Polynésie française. Rapidement, un mot sur l'intelligence artificielle. La nouvelle génération va s'emparer de cet outil. Quelles sont vos recommandations ? Alors l'intelligence artificielle, c'est d'abord une grande base de données. Dans cette base de données, on va chercher les occurrences statistiques, c'est-à-dire on va chercher la moyenne, ce qui revient le plus souvent. Donc la recommandation, c'est interroger les bases de données pour ce qu'elles peuvent nous donner, mais pas pour ce qu'elles ne peuvent pas nous donner, pas pour la créativité, pas pour l'esprit critique, pas pour avoir un avis personnel sur quelque chose. Recueillons des informations, si on en a la possibilité, c'est formidable, mais gardons notre lucidité et notre autonomie par rapport à tout cela. Merci beaucoup Philippe Mérieux d'avoir accepté notre invitation. Bon retour. Merci à vous. Te Itorou Nom Urea Mai O en grève depuis ce matin minuit. Cet établissement public gère l'électricité de l'île Sœur. Les grévistes, par la voix de leur syndicat CSIP, avaient déjà reproché à la direction de ne pas respecter les accords signés. Après une première rencontre jeudi dernier, les deux parties ont convenu de se revoir demain matin. L'ouverture de l'agence clientèle est compromise, mais un service public minimum doit être assuré. Écoutez le syndicat et la direction au micro de Laurent Bélanger. Depuis le 1er janvier 2023, la gestion de l'électricité a été reprise par l'EPIC Te Itorou Nom Urea Mai O et des accords de transfert avec le maintien des acquis des salariés ont été signés entre les parties et on est à 11 mois, rien n'est respecté, aussi bien sur les accords concernant les avantages acquis et sur les conditions de travail du personnel. La direction, depuis la semaine dernière, essaye d'avoir une connexion avec les délégués du personnel et le syndicat, CSIP. On a eu un échange jeudi dernier et depuis, effectivement, plus rien. Donc on a répondu par écrit à toutes les attentes, toutes les questions et depuis, pas de négociation. Donc la déception est grande puisque la direction, l'EPIC en général, a toujours été ouverte à la discussion, a toujours accompagné effectivement les employés. À Tahiti, les blackouts de vendredi et samedi en plein Black Friday ont fortement impacté le chiffre d'affaires des commerçants. Les cadres d'EDT et de la TEP ne parviennent pas vraiment à les rassurer puisqu'ils ne garantissent pas le risque zéro. Le point avec Chiquita Teiva et Nicolas Suer. Impossible pour les commerçants et restaurateurs du centre Waima de rattraper le manque à gagner subi pendant le blackout de vendredi matin. En pleine journée d'affluence pour le Black Friday, c'était l'incompréhension totale.
Donc forcément, on a doublé les quantités, on avait fait beaucoup de mises en place, donc on s'est retrouvés pendant plusieurs heures à ne pas savoir quoi faire, à rester dehors, ne pas savoir si on devait rester ouvert, si on devait fermer, si voilà, on était perdus, on ne pouvait plus ouvrir nos frigidaires parce que voilà, par rapport aux pertes. Donc ouais, c'était assez délicat. Et voilà, on n'a pas fait le chiffre qu'on espérait faire. On n'avait pas d'informations, rien n'a été fait. Et on propose que du frais, du poisson. Donc on a eu beaucoup de pertes ce matin-là. Cette chirurgienne dentiste aussi a dû réorganiser tous ses rendez-vous, privilégiant les urgences, mais pas seulement. J'ai pas pu travailler toute la matinée et du coup les patients qui étaient prévus en matinée, on a dû tous les annuler, sauf les plus urgents où on a dû les reporter le vendredi après-midi. L'augmentation de tension, ce genre de choses, est-ce que ça peut pas abîmer nos appareils? Nous, ça coûte très cher, notre matos coûte très cher. Selon le directeur des exploitations de la centrale thermique de DT, qui produit 80% de l'électricité de Tahiti, le blackout général survenu vendredi et samedi dans la zone urbaine de Papeete vient de plusieurs isolateurs défaillants du poste 90 000 de la société de transport électrique. À ce jour, rien ne peut garantir qu'une nouvelle panne n'arrivera pas. Il y a des blackouts qui peuvent prendre des origines de chez nous. Si par exemple on a des moteurs qui tombent en panne en même temps, ça arrive rarement mais ça peut arriver, on ne peut pas dire que ça arrivera jamais, ça peut faire des blackouts. Il y a un réseau commun à tout le monde qui est le réseau de transport et lui quand il est affecté en son cœur, c'est difficile de s'en sortir. Il y a aussi des phénomènes extérieurs, on est en zone cyclonique, on est en période cyclonique. Demain, s'il y a un cyclone qui secoue de manière difficile Tahiti, il faut s'attendre à ce qu'on ait des coupures importantes, voire des blackouts. Au total, 3 incidents ont dû être gérés par les techniciens de DT. Le premier mercredi soir, passé inaperçu, et les 2 du week-end dernier. C'est inadmissible qu'à l'aube de 2024, on ne puisse pas avoir l'électricité. Je ne comprends pas et l'ensemble des commerçants ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de poste de secours. C'est-à-dire qu'on paye une électricité quand même assez chère et un service derrière lamentable. Les installations de DT et de la TEP ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans. Un programme de renouvellement du réseau thermique et de distribution est actuellement en cours avec pour priorité la résilience. Le tribunal de première instance de Papeete se prononçait cet après-midi sur 5 affaires en comparution immédiate. Un homme comparaissait notamment pour violence habituelle n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 8 jours. Il donnait des coups de poing et des coups de pied à sa compagne, le tout sur fond d'alcool et de drogue. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il a interdiction formelle d'entrer en contact avec la victime pendant 2 ans. Des violences fréquentes sur le territoire. Écoutez les précisions de l'avocate du prévenu au micro de David Chang. Énormément de corrélations entre les violences et les personnes qui consomment soit de l'alcool, soit du paca, soit du ice. Il y a un facteur qui se rajoute aussi et qui est réciproque, la jalousie, qui est aussi un facteur déclenchant des violences qui peuvent être l'un envers l'autre ou les deux, ou des violences réciproques. On en a de plus en plus. Les femmes se défendent, les femmes aussi peuvent, dans certaines circonstances, quand elles ont consommé de l'alcool, être provocatrices et agressives. Mais en général, et souvent, c'est les hommes qui abusent de leur force pour taper leurs femmes. Le premier colloque éthique dans le domaine sanitaire et social a ouvert ses portes ce matin à l'hôpital de Taoné. Organisé par le comité éthique du CHPF, ce colloque propose un espace de réflexion autour des grands concepts de l'éthique appliqués au métier de la relation et du soin, mais aussi des enjeux de l'interculturalité dans le dispositif sanitaire et social. Un partage de connaissances sur 4 jours, ouvert à tous. Écoutez l'une des intervenantes au micro de Patita Savea. Il y a plein de questionnements éthiques parce que la société se transforme, parce qu'il y a des mutations sociétales et pas que des mutations thérapeutiques. Donc on va avoir des questionnements sur la fin de vie, on va avoir des questionnements sur la procréation médicale assistée, on va avoir des questionnements demain sur le lien entre augmentation et réparation, etc., etc. On a tous les questionnements de bioéthique, la recherche.
comment mener éthiquement une recherche qui respecte la dignité de la personne humaine, etc. etc. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je ne vois pas comment, quand on est une structure hospitalière, comment on peut faire sans questionnement éthique. Allez, place à notre page consacrée aux Jeux du Pacifique. Et une nouvelle semaine de compétition a démarré aujourd'hui à Honiara, capitale des îles Salomon. En Va'a, si les V12 des hommes n'ont pas réussi à atteindre le podium, les femmes ont fait preuve de ténacité face à leurs adversaires et ont décroché l'or. Boxe, athlétisme, bodybuilding, retour sur les nouvelles performances de nos athlètes avec Melissa Chong et Ariho et Tefafana. Temoana Taputu n'a jamais aussi bien porté son nom. Son V1 le porte sur le plan d'eau et c'est sans surprise que le sociétaire de la Team OPT décroche la médaille d'or devant le Calédonien Maël Legras et le rameur des îles Cook, André Toutaka. On va pas, trop dire que c'était facile parce que ça nous a ça m'a quand même puisé sur l'énergie. Mais bon, après voilà, j'ai eu la victoire pour Tahiti au niveau des médailles d'or. J'espère que le vent va pouvoir faire remonter nos médailles. En V12 féminin, les athlètes fraîchement arrivés hier à Honiara sont concentrés. Si elles montent sur la première marche du podium, la bataille en mer a été rude. Tout au long de la course, elles ont été sous la menace des Calédoniennes et des Fidjiennes, quand les hommes, eux, ont atteint la 4e place sur le 500 mètres en sprint. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression. On avait l'agnac, on a pensé fort à nos hommes qui n'ont pas pu ramener une médaille d'or. On a ramené pour Tahiti, pour tout le monde. Psychologiquement, ça vous met en confiance pour le V6 demain et le reste de la compétition? Oui, assez quand même. Donc, de toute façon, on donnera tout comme d'habitude et on lâche rien pour Tahiti. Belle récolte également en bodybuilding. Christine Tahi, Gwendo Bouillet et Veihere De Solier remportent l'argent dans leurs catégories respectives. Veihere en est à sa 5e compétition en moins de 3 mois. Je pense que je devais être un peu plus sèche quand même. Un peu plus sèche parce que celle avec qui je suis montée sur scène était beaucoup plus sèche. Et bon, après, elle revient des championnats du monde. Elle est championne du monde. Non, c'est pas rien. Et elle est magnifique. Le tigre entre dans l'arène. Tautua Dauphin, 24 ans, a une solide expérience sur le ring. Le vice-champion de France amateur s'impose face au boxeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il sort les crocs et serre les poings sans relâche. Résultat, le Tahitien se qualifie en quart de finale des moins de 67 kilos. Et puis en athlétisme, 3 Polynésiennes se qualifient sur le 5000 mètres sous une chaleur écrasante. Et c'est Lauriane Biche qui réalise la meilleure performance des 3. 19 minutes et 26 secondes. Elle finit 5e derrière les îles Mariannes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le duo calédonien. Vous avez pu suivre également du taekwondo sur nos antennes cet après-midi avec Maruki Duri aux commentaires. Du taekwondo féminin avec 4 athlètes engagés et 4 médailles. Rau Titea Tepea en moins de 73 kg remporte l'or, tout comme Kawehi Yors en moins de 62 kg. Tiare Huaatua finit en argent dans la catégorie des moins de 49 kg. Médaille d'argent aussi en plus de 73 kg pour Hinavai Tepea. Les hommes officieront demain. À suivre aussi les confrontations par équipe. Tahiti est en finale chez les femmes. Et notez aussi que Tauhiti Nena n'a pas perdu son âme de compétiteur puisqu'il reste fair-play sur la terre des Jeux. Actuellement à Honiara, à aucun moment il n'a parlé de boycott des Jeux du Pacifique. Le champion du Pacifique des poids lourds en 1995 souhaite bonne chance aux boxeurs du Finnois. S'il se trouve au Salomon, c'est en vue de l'organisation des prochaines Océanias de boxe où ces boxeurs représenteront la Polynésie. Tauhiti Nena est le président de l'Oceania Boxing Confederation. Écoutez-le au micro d'Ariho Tefafana et Melissa Chong. On a déjà fait notre travail à Tahiti pour dire que M. Provost n'a pas amené la liste légitime, validée par la commission ad hoc, validée par le tribunal. Donc on verra à son retour, il aura des comptes à rendre. Donc je fais ce que j'ai à faire pour Tahiti. Je n'ai pas voulu faire en sorte d'en parler pour bloquer nos enfants, ce sont quand même nos enfants. Et je leur souhaite bien sûr un bon courage. Sauf qu'après, il faut respecter les règles. Quand ils ne peuvent pas représenter le pays, bon, ça, c'est pas à moi de faire le travail. J'ai fait ma part à Tahiti.
Donc ici, je suis là pour développer également l'Océanie et on fait notre travail. Et puis au classement des médailles, la Nouvelle-Calédonie est toujours en tête avec 140 médailles, suivie de l'Australie. Tahiti pointe à la 3e place avec 27 médailles d'or, 31 d'argent et 39 en bronze, soit un total de 97 médailles pour les Tahitiens. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les résultats des évaluations nationales sont inquiétants et au plan local encore davantage. La compréhension orale et écrite pêche en français. En mathématiques, la résolution des problèmes est également difficile pour les enfants. En Polynésie française, les instances de l'éducation envisagent d'intensifier les formations des enseignants. Au programme de votre soirée sur la première, la série Abyss, puis les Jeux du Pacifique, vous pourrez voir le match de foot Calédonie-Vanuatu en différé. La une de Tahiti Info demain, polémique à Teahupo'o et c'est reparti pour une tour. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, dès 6h, vous pourrez entendre les douces voix d'Axel Mézinel et Carlos Natoa pour vos premières informations de la journée. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet